Bonjour à tous et bienvenue dans votre formation capsule dont la thématique aujourd'hui est la présentation des 4 phases d'un projet. Cette formation est un format court dont l'objectif est de vous donner une vision globale des 4 phases, de leurs enjeux, de leurs objectifs et de leur contenu. Il s'agit là d'une première approche qui vous servira d'introduction à la gestion de projet et qui, je l'espère, vous donnera l'envie d'approfondir vos connaissances en la matière. Pour commencer, attardons-nous quelques instants sur la question de l'intérêt de passer en mode projet. Bien souvent, lorsqu'une idée nouvelle arrive, ou lorsque la nécessité de changer un outil se fait sentir, l'envie de passer directement de l'idée à sa réalisation est souvent très tentante. Le mode projet et sa succession de phases peuvent alors être perçus comme une perte de temps et d'énergie qui nous éloigne de la mise en œuvre de notre idée géniale. Néanmoins, même si l'envie d'aller vite peut se comprendre, les différentes phases d'un projet ont une importance capitale, car elles permettent d'une part de mesurer tous les impacts liés à la mise en œuvre d'une idée, et d'autre part de fédérer et d'impliquer toute l'entreprise autour de sa réalisation. Le mode projet, c'est donc globalement une économie. Une économie de temps, une économie d'argent, une économie d'énergie. C'est aussi l'assurance d'aller loin et ensemble, en évitant les allers-retours et les incompréhensions qui pourraient être liées à une vision non partagée. Alors avant de rentrer dans le détail de chaque phase, je vous propose qu'on découvre au préalable les caractéristiques d'un projet. La première caractéristique est la suivante. Quand il y a un projet, il y a obligatoirement une nouveauté. Cette nouveauté peut être matérielle si on parle d'un nouveau produit, ou immatérielle si on parle d'un nouveau service, d'un processus ou d'une nouvelle norme. En somme, la nouveauté, c'est la solution qui sera développée tout au long du projet et qui permettra de passer d'une situation A insatisfaisante à une situation B satisfaisante. La seconde caractéristique, c'est qu'un projet a toujours une date de début et une date de fin. En effet, la définition même d'un projet, c'est sa temporalité. Par exemple, lorsque vous faites construire votre maison, une équipe de maçons, électriciens, architectes sera rassemblée le temps des travaux. Mais une fois terminé, ils vous rendront les clés car c'est bien vous qui allez y habiter. Eh bien, gestion de projet, c'est la même chose. L'équipe projet existe et intervient entre le lancement du projet et jusqu'à la fin de sa mise en œuvre. Elle passe ensuite le relais aux personnes qui vont utiliser la nouveauté qui aura été lancée. La troisième caractéristique, c'est qu'un projet répond toujours à un besoin qui aura été clairement défini dès le début par un client. Le client est votre donneur d'ordre. Il peut tout aussi bien être interne qu'externe à l'entreprise. Sans client, pas de besoin. Sans besoin, pas de projet. La quatrième caractéristique, c'est que le projet doit reposer sur des objectifs qui sont clairs et atteignables. On les appelle communément des objectifs SMART. SMART est un acronyme qui permet de vérifier si mon objectif est S comme spécifique, c'est-à-dire qu'à la lecture, je sais précisément ce qui doit être mis en place. M comme mesurable, je sais quelle quantité ou quel pourcentage je dois atteindre. A et R comme atteignable et réaliste, dans le contexte dans lequel je me trouve. Et enfin T comme temporel, car il doit être borné dans le temps. Enfin, la cinquième caractéristique, c'est que le projet dispose de ressources et de contraintes qui doivent être prises en compte pour en organiser la mise en œuvre. En termes de ressources, il y a généralement un budget et du temps de contributeurs qui vont travailler sur le projet. Mais les contraintes peuvent aussi être d'ordre temporel, légal ou environnemental. Maintenant que nous avons en tête les 5 caractéristiques d'un projet, je vous propose qu'on en découvre ensemble le macro-processus. La première phase s'intitule « Définir et organiser le projet ». C'est votre phase d'amorce, celle pendant laquelle vous allez poser d'une part les fondations et d'autre part donner la vision de là où vous souhaitez aller. C'est aussi durant cette phase que vous allez constituer votre équipe et communiquer au reste de l'entreprise sur les enjeux du projet. La seconde phase est celle durant laquelle vous allez détailler toutes les actions qui seront nécessaires à sa mise en œuvre. Vous travaillerez avec vos contributeurs qui vous aideront à les lister. L'objectif étant de sortir un planning réaliste et concret qui tiendra compte de tous les impacts qui auront été identifiés. La troisième phase, quant à elle, est celle de la réalisation et de la livraison du projet. Vous avez posé les bases et détaillé les actions. Chacun sait maintenant ce qu'il a à faire. Vous laissez donc les contributeurs avancer sur leurs actions et vous posez les bases d'un suivi et d'un pilotage efficace.
La quatrième phase est celle de la clôture. Comme son nom l'indique, elle vient terminer le projet. Aussi importante que la première, elle représente une opportunité de faire le point sur la façon dont le projet s'est déroulé. Rentrons maintenant ensemble dans le cœur de notre première phase. Vous avez été nommé chef de projet, vous êtes ravi et comblé, mais il vous faut démarrer et vous vous demandez par où commencer. Eh bien, voici un premier conseil. Pour commencer, il est important de se poser et de réfléchir. Réfléchir à quoi, me direz-vous? Eh bien, tout bon projet démarre par un état des lieux, une phase de diagnostic que vous devez compléter même si vous avez bien compris les enjeux du projet qu'on vous a confié. Il sera donc nécessaire de faire un point avec les équipes concernées pour être certain d'avoir une vision complète de la situation de départ. Cette rencontre peut être l'occasion de se présenter et d'expliquer votre rôle, même si la réunion de lancement arrivera plus tard. Écrire. Une fois que vous avez les idées claires, il vous sera plus facile de décrire la situation cible que vous devez atteindre. À ce stade, vous devez donc prendre votre crayon et rédiger la finalité du projet, les objectifs et les moyens qui seront mis à disposition pour les atteindre. Ça y est, vous avez rédigé l'ensemble de ces éléments? Bravo, vous venez de poser les bases de la vision que vous partagerez avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, ainsi que les membres de l'équipe projet que vous allez recruter. Rassembler. Un moment fort de cette première phase est la constitution de votre équipe projet. En tant que chef de projet, vous avez été nommé par la direction, votre sponsor, pour gérer et piloter le projet. À votre tour de recruter les personnes ayant l'expertise requise pour vous accompagner. Vous allez chercher à vous entourer des personnes compétentes, avec qui vous pourrez mesurer l'ensemble des impacts. Ces personnes seront vos contributeurs. Cela signifie qu'elles ne travailleront pas à temps plein sur votre projet. Elles interviendront en fonction de leurs compétences et expertise dans le cadre d'un pourcentage de temps défini avec leur responsable hiérarchique. Anticiper. Maintenant que vous avez fait votre diagnostic et que vous savez où vous voulez aller avec votre équipe, vous avez tous les éléments pour construire votre macro-planning. Comme son nom l'indique, le macro-planning est général. Il ne rentre pas dans les détails. Il permet de donner une date souhaitée de fin du projet et de présenter les grands jalons qui vont venir le cadencer. Lancer. La réunion de lancement du projet est une date importante car il s'agit du lancement officiel du projet pour l'entreprise, même si vous travaillez déjà dessus depuis quelques jours ou quelques semaines. Cette réunion permet de communiquer largement sur la finalité, les enjeux et les objectifs, en expliquant notamment les bénéfices que les collaborateurs ou les clients en tireront. Les éléments de communication sont ceux que vous avez rassemblés jusqu'ici: diagnostic, objectifs et macro-planning. Cet événement marque le début d'une communication régulière que vous devrez maintenir tout au long du projet. N'oubliez pas de faire intervenir les membres de l'équipe projet afin qu'ils présentent ce qu'ils font et incarnent à leur tour une partie du sujet. Documenter. La documentation est une thématique que vous retrouverez à chacune des phases. En effet, il est important dès le début du projet de rassembler dans un document principal et des documents annexes tous les supports que vous aurez construits ou rédigés. Cela constitue l'histoire de votre projet. À ce stade, le document requis s'intitule la charte projet. Peu importe son formalisme, Word, Excel, l'important est que vous gardiez trace de tout ce qui a été réalisé, dit et décidé. Alors avant de passer à la phase 2, je vous propose de faire un détour par une citation et une image. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. La citation résume assez bien la nécessité d'être une équipe soudée et engagée dans l'atteinte d'un objectif commun. Quant à l'image, elle nous rappelle que dans le cadre d'un projet, tous les acteurs sont reliés. Ainsi, les avancées ou les ralentissements des uns et des autres peuvent impacter les autres membres de l'équipe ainsi que le planning global, par le jeu des dépendances entre les tâches. Maintenant que votre projet est officiellement lancé, vous allez pouvoir vous concentrer sur la réalisation du document essentiel de votre projet, le planning détaillé des actions. Lister. Là encore, avant de vous lancer sur MS Project ou tout autre logiciel qui vous aidera par la suite,
il convient de prendre un temps pour lister de manière exhaustive et détaillée l'ensemble des actions qui seront à effectuer. Pour faciliter cette étape, vous pouvez avoir recours à la méthode WBS, qui consiste à découper le projet en sous-ensembles ou en lots, pour le simplifier et le rendre plus gérable. Ces sous-ensembles peuvent être par exemple l'informatique, les ressources humaines, la formation ou la communication. En tant que chef de projet, vous gardez néanmoins la vision globale qui vous permettra de connecter l'ensemble des thématiques. Pour vous accompagner dans cette phase, vous mettez bien sûr à contribution les membres de votre équipe projet, composée d'experts qui vous aideront à ne rien oublier. À ce stade, un fichier Excel semble approprié. Détailler. Alors que vous listez les actions, il convient aussi de détailler pour chacune d'elles la durée, les dépendances, c'est-à-dire de quelle action je dépends ou quelle autre action dépend de moi, le coût de sa réalisation et qui en est le responsable. Ce niveau de détail est important car il permettra d'interconnecter l'ensemble de ces actions par thématique, par chantier, et ainsi de consolider une vision globale nécessaire à l'élaboration du planning complet. Planifier. Une fois les actions listées et détaillées, vous réalisez le planning. C'est-à-dire que vous consolidez dans un seul et même document l'ensemble des actions et des thématiques. L'objectif étant de positionner le déroulement des actions dans un calendrier défini et tenant compte des contraintes qui ont été identifiées au début du projet. Pour réaliser ce planning, vous pouvez vous aider de MS Project ou encore Excel, qui peut tout à fait répondre à ce besoin pour des projets de plus petite taille. Ça y est, votre planning est réalisé ? Bravo! En tant que chef de projet, vous avez en charge le maintien à jour de ce support. C'est lui qui vous permettra de piloter les actions et de mesurer l'avancement de votre projet. Il vous servira de base pour construire votre communication sur le sujet. Budgétiser. La contrainte budgétaire d'un projet est souvent une des plus importantes. Elle peut s'entendre en termes d'investissement matériel à réaliser, mais elle peut être aussi constituée de jours hommes, d'achat de licences ou encore de coûts liés au maintien de vieilles installations. Le budget doit être détaillé et réaliste. Il sera validé par la direction car ce sont des investissements lourds qui engagent l'entreprise. Plus détaillé et réaliste sera le budget, plus forte sera l'adhésion autour de celui-ci. Sur cet exercice, la transparence et la rigueur sont de mise. Il convient de connaître son sujet sur le bout des doigts afin de pouvoir expliquer ce qui constitue chaque coût et en quoi il contribue à la bonne réalisation du projet. Faire valider. La direction et le sponsor doivent valider le planning et le budget détaillé. Une fois le visa obtenu, vous pourrez vous organiser pour avancer sur le projet. À noter que vous aurez une revue budgétaire et planning à réaliser chaque mois avec la direction, pour être certain que les dépenses suivent les prévisions et qu'il n'y a pas de dépassement ou d'accélération non souhaitée. Documenter. À ce stade, vous avez votre planning détaillé, votre budget ainsi que votre plan projet. Le plan projet est votre charte projet de la phase 1 que vous avez enrichi avec le planning et le budget, mais aussi les modalités de déroulement du projet dans le temps avec votre équipe. Qui intervient, à quel moment, quelles sont les instances, quel est mon pilotage. Ce qui nous amène à la phase 3, piloter et exécuter le projet. La phase 3 marque pour le chef de projet un changement de posture. Si les deux premières phases sont des phases d'amorce et de cadrage, la troisième phase est celle où vous allez lancer votre équipe sur la réalisation des actions. Lancer. À ce stade du projet, chaque membre de l'équipe sait ce qu'il a à faire et pour quand, en fonction de ses compétences et de son domaine d'intervention. Le rôle du chef de projet est de coordonner, mais pas de faire les actions à la place des contributeurs, qui en ont la responsabilité. Le chef de projet doit faire un pas de côté et se positionner en pilote de l'avancement du projet. Il a un rôle important de communication, d'alerte et d'anticipation, tant auprès de sa direction que de son sponsor, et aussi des contributeurs et des salariés de l'entreprise. Le chef de projet a en charge le maintien dans le temps de la motivation de ses équipes. À ce titre, il peut demander la mise à disposition d'espaces de travail, ou encore développer des rituels avec son équipe, tels que les réunions de coordination par exemple. Coordonner. Le comité de suivi est sans doute le rituel le plus important à instaurer rapidement avec l'équipe. Cette réunion est le socle du pilotage de votre projet.
Elle a lieu toutes les semaines et se déroule sur 1 heure de temps maximum. Choisissez un créneau et un jour fixe, de sorte à ce que ce point devienne incontournable et que les contributeurs anticipent par eux-mêmes la préparation de cette instance. L'objectif de cette réunion est de faire un point synthétique et rapide sur les états d'avancement des actions. Les contributeurs prennent la parole et effectuent leur état des lieux. Et vous animez la réunion. C'est lors de ces instances que vous allez récolter le plus grand nombre d'informations qui vous seront utiles pour faire un point plus global sur le projet. Au plus tard dans les 24 heures, le chef de projet envoie le compte-rendu de la séance, qui servira de base pour la prochaine réunion. Le compte-rendu peut être simplement le planning des actions mises à jour. Le comité de pilotage, quant à lui, est mensuel. Il a vocation à présenter un point global d'avancement avec la direction et votre sponsor. Le formalisme attendu est plus important. Le support doit être synthétique et les indicateurs bien visibles. Un conseil, essayez de terminer le support quelques jours avant la date de votre copil, afin de l'envoyer en amont à votre sponsor, par exemple. Cela évitera les mauvaises surprises en réunion et permettra d'anticiper si vous avez besoin de soutien sur un point ou deux. Le comité de pilotage peut se faire en comité plus réduit, mais avec la présence de la direction et du sponsor. Là encore, vous devrez réaliser le compte-rendu et l'envoyer dans les 48 heures maximum, avec en annexe un document qu'on appelle RIDA, ce qui signifie relevé d'informations, de décisions et d'actions, et qui servira là aussi de base à votre prochain comité de pilotage. Piloter. La notion de pilotage vient d'être abordée. Tout comme le pilote dans l'avion, qui doit mener ses passagers à bon port, vous avez devant vous un tableau de bord qui doit vous permettre de piloter le projet et d'identifier les éventuels dysfonctionnements. Les indicateurs sont là pour ça. Ils découlent des tableaux et ont en général pour objectif de vérifier que le projet suit bien la trajectoire qui lui a été tracée. Si ce n'est pas le cas, si certains indicateurs dépassent un seuil d'alerte, alors il sera nécessaire de se réunir pour vérifier la situation. Il existe plusieurs types d'indicateurs qui mettent en relation la donnée consommée avec la donnée prévue. Par exemple, on vérifiera si le budget prévu n'est pas consommé trop tôt. On va aussi regarder si le nombre de jours de travail prévu pour l'ensemble du projet n'est pas consommé trop rapidement, ce qui reviendrait à avoir grignoté l'ensemble de ses ressources alors qu'on n'est qu'au tout début du voyage. L'idée est donc de donner la visibilité en prenant de la hauteur, afin de permettre la prise de décision ou de nouvelles orientations en fonction des résultats. Le chef de projet doit être capable à tout moment de savoir ce qui a été fait, ce qui est en cours et ce qui reste à faire. Il doit communiquer en permanence sur l'état d'avancement du projet en proposant une vision synthétique sur les points clés. Recéter. La phase 3 est aussi la livraison du projet. Tout produit qui aura été pensé et développé devra être vérifié avant la mise en production. Cette étape se nomme la recette. Recéter signifie vérifier en fonctionnement normal que l'outil, le service ou le sujet qui a été livré correspond en tout point à ce qui a été demandé. D'où l'intérêt ici de bien avoir détaillé le besoin en amont, ainsi que les spécificités de tous les objets qui le composent. Cette étape est sensible, car elle peut impliquer un retour arrière si les écarts sont trop importants entre le produit attendu et celui livré, impactant ainsi le planning global, le budget, les ressources, etc. Pour être menée efficacement, une recette doit être préparée en amont. Elle doit être factuelle. Soit la fonctionnalité est correcte, soit elle ne l'est pas. L'enjeu est fort, car une fois livrée, ce sont des centaines de personnes qui vont utiliser cette fonctionnalité. Si vous livrez un produit non conforme, vous vous exposez à un rejet de la part des utilisateurs qui préféreront rester sur leurs anciennes habitudes. Il faut garder à l'esprit que l'utilisateur final est votre client. Vous ne pourrez jamais l'obliger à adhérer s'il y a un écart entre votre promesse et la réalité. Alors autant bien se préparer. Lorsque la recette est validée, un document nommé procès-verbal de recette ou PV de recette est édité et signé par les recetteurs, ce qui atteste que la livraison est conforme aux attentes. Améliorer. Lors de l'exécution d'un projet, il est aussi intéressant de mettre en place un système d'amélioration continue. L'idée est simple et consiste à chercher à améliorer tout ce qui peut l'être pour faciliter la vie de l'utilisateur ou fluidifier l'utilisation d'un outil.
Ce système doit perdurer par-delà le projet, car il consiste à mettre en œuvre une démarche simple mais efficace. Entre démarche et posture, l'amélioration continue peut être appliquée à tous les domaines de l'entreprise. Documenter. La documentation ici est constituée des comptes rendus de réunion, des supports de comité de pilotage, des tableaux de bord de pilotage du projet, ainsi que des RIDA et des états d'avancement des actions. On y trouve aussi les PV de recettes et les livraisons qui auront été réalisées. Le planning continue d'être remis à jour en fonction de l'avancement du projet. Voilà, votre projet est maintenant terminé. Il est donc maintenant temps de penser à le clôturer. La phase de clôture du projet démarre par un travail de synthèse. L'idée est de faire un bilan exhaustif et sans concession de ce qui s'est passé. On fera donc un état des lieux des résultats du projet avec des données quantitatives telles que le pourcentage d'objectifs atteints, le budget dépensé, le temps passé, le nombre de jours hommes, etc. On doit aussi y faire figurer les données qualitatives qui tiennent compte des remontées et ressentis de tous les membres de l'équipe projet. On pourra ainsi identifier ce qui a bien fonctionné et ce qui, au contraire, devrait être amélioré. La phase de clôture, c'est aussi le moment de remercier les membres de l'équipe et tous les contributeurs pour le temps qu'ils ont passé sur le projet, et ce, quel que soit le résultat. Un projet est une équipe, on est sur un travail collectif. Les réussites comme les échecs doivent être partagés collectivement. Et si des choses se sont mal déroulées, cela représente un levier d'amélioration pour un prochain projet. Votre équipe est certes temporaire, c'est-à-dire qu'après la clôture, chacun va retourner à temps plein à son activité première. Mais il n'est pas exclu que vous ayez à retrouver ces mêmes personnes sur un autre sujet. Alors autant se quitter en bons termes. La synthèse qui résultera de ce projet devra être partagée à l'ensemble de l'entreprise. À l'instar de la réunion de lancement, il convient de communiquer aux mêmes personnes le résultat du projet lors de la réunion de clôture par exemple. Cette réunion de clôture est aussi l'occasion de célébrer la fin du projet en partageant un moment convivial. Enfin, toute la documentation produite pendant le projet doit être livrée et rendue disponible à l'entreprise. Elle constitue une source d'information importante qui sera mise à disposition des collaborateurs et consultable en fonction du besoin. Notre présentation touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Et en guise de conclusion, je vous propose une dernière image. L'équilibre et la réussite d'un projet reposent sur un bon dosage des 4 éléments suivants. De l'organisation, de l'anticipation, beaucoup de communication et enfin une mobilisation sans faille des équipes. À très bientôt.